pour cette table ronde, nous accueillons Alicia de Bastiani, donc, qui est responsable habitat à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, et Alice Termant, qui est conseiller fer. Donc on en a parlé ce matin. Donc vous allez pouvoir nous donner des précisions sur vos missions. Alice Morcrette, qui est directrice du PASS Rénovation Hauts-de-France, et Jérôme Capel, qui est directeur de l'innovation chez Pas-de-Calais Habitat. Donc pour démarrer, je vous propose de commencer avec la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Donc c'est une intercommunalité qui est confrontée à ce phénomène de précarité énergétique, notamment en lien avec l'habitat ancien dégradé, et justement pour mettre en œuvre une réponse globale à ce phénomène, une maison de l'habitat durable a été mise en place, permet de centraliser toutes les demandes qui sont liées à l'habitat privé. Et donc, avant de commencer à nous parler de cette maison de l'habitat durable, peut-être nous rappeler quelques éléments de contexte sur le territoire qui vous ont amené à proposer cette solution de guichet unique, si vous avez quelques chiffres clés à nous communiquer. Ensuite, nous décliner le fonctionnement de cette maison de l'habitat durable, et peut-être, Alistair, nous parler ensuite de votre rôle en tant que conseiller fer. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Alors effectivement, la cale en quelques chiffres. Donc on a à peu près 110 000 résidences principales sur la cale. On a à peu près 20% des ménages en situation de précarité énergétique, ce qui est déjà pas mal. On a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec à peu près 37% de ce quart qui sont des moins de 30 ans et 40% qui sont des locataires. On a aussi presque 43% des propriétaires occupants de la cale qui sont éligibles aux aides de l'ANA, donc ce qui est aussi assez significatif en termes de revenus. Et aussi un autre chiffre clé pour la cale, c'est le volume de parcs vacants aussi, qui est assez significatif, puisqu'on tourne entre 10 et 15% de vacances selon les communes de la cale, ce qui est un taux plutôt élevé pour les Hauts-de-France. Et on a aussi un parc potentiellement indigne qui est assez élevé, puisqu'on tourne autour des 10% de parcs potentiellement indignes sur la cale. Donc, fort de ces constats, fort de ces chiffres, les élus de la cale ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle une maison de l'habitat durable. Maison de l'habitat durable qui est un guichet unique de l'habitat privé, donc uniquement habitat privé, qui a vocation à renseigner propriétaires et locataires du parc privé, donc propriétaires occupants et propriétaires bailleurs aussi, puisqu'on accompagne tout le monde. On accompagne aussi les partenaires du territoire, on accompagne aussi les entreprises locales. Enfin voilà, on essaye d'avoir un rayonnement très, très large. Maison de l'habitat durable qui est labellisée guichet unique de l'habitat par la région. Donc l'idée, et ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'objectif de cette maison de l'habitat durable, c'est d'être l'interlocuteur privilégié pour les particuliers, d'avoir justement ce référent unique sur tout le rayonnement de l'habitat, qu'il s'agisse de la précarité énergétique, là pour le coup on est en plein dedans, mais aussi pour la perte d'autonomie, pour la lutte contre l'habitat indigne, pour des questions diverses et variées, qui vont de la question des bâtiments à la défiscalisation. Enfin voilà, on essaye d'avoir un rayonnement très large, alors de par les compétences, mais aussi de par la présence des acteurs en place au sein de la maison de l'habitat durable, puisqu'on a un conseiller fer, qui s'appelle mon accompagnateur Rénov maintenant, et on a aussi la DIL à demeure, et on a aussi tous nos opérateurs opérationnels qui interviennent pour nous, puisque dans ce cadre-là, nous avons aussi un déploiement de dispositifs opérationnels assez large, qui vont du programme d'intérêt général Habiter mieux, des OPA, des petites villes de demain, et le permis de louer, et aussi le permis de diviser. Donc voilà, je pense que je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, vous poserez certainement des questions tout à l'heure, puisque sinon on va un petit peu s'écarter du sujet, je ne tiendrai pas les 10 minutes. Mais effectivement, voilà, on a une maison de l'habitat durable qui se veut être l'ensemblier des politiques d'intervention et stratégiques de la cale,
pour à la fois les particuliers, mais aussi, je le précise, les professionnels, artisans, qui sont aussi nos gros partenaires au sein de la Maison de l'Habitat Durable, pour nous aider justement. Tout à l'heure, on parlait du passage à l'acte aussi, travaux, puisque voilà, la difficulté, c'est de passer à l'acte pour les particuliers, parce qu'effectivement, pour des ménages fragiles, la priorité n'est pas forcément de changer les menuiseries ou de faire de l'isolation, de faire des travaux. Il y a d'autres priorités aussi. Donc c'est tout le travail aussi de l'équipe de la Maison de l'Habitat Durable, c'est justement accompagner le ménage à passer à l'acte, tant sur le plan technique que sur le plan financier. On s'assure de verrouiller des plans de financement très serrés, de ne pas mettre en difficulté aussi les ménages, parce que c'est aussi ça notre objectif. L'un de nos chevals de bataille aussi pour l'année 2022, ça va être sécuriser le post-travaux, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, c'est bien d'accompagner avant, d'accompagner pendant, mais c'est aussi accompagner après, puisqu'il faut savoir utiliser ce nouveau logement avec ce nouveau matériau, avec ces nouvelles fonctionnalités. Enfin, ça aussi, ça sera aussi important pour nous. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de proposer aussi des travaux de qualité aussi réalisés par des entreprises locales. C'est aussi de ne laisser personne pour compte. Enfin, voilà, même les locataires, on en parlera aussi si vous le souhaitez après, avec le permis de louer, puisqu'effectivement, c'est une population aussi assez discrète, pas forcément laissée pour compte, mais discrète. Et donc, via tous les dispositifs opérationnels qu'on mène et tous les suivis de ménage, on arrive à rentrer dans quasiment tous les logements, puisque pour chaque logement accompagné au sein de la Maison de l'Habitat Durable, il y a une visite à domicile qui est réalisée. Donc ce qui est plutôt significatif et plutôt important. On rencontre plus de 2000 personnes par an, je crois, si je ne me trompe pas, ce qui brasse aussi un volume de personnes aussi accompagnées dans tous les domaines aussi assez important. Enfin, voilà. Et puis au sein de la Maison de l'Habitat Durable, je aussi, sans spoiler ce que Alistair dira, mais on essaie aussi d'avoir une démarche plutôt pédagogique, puisqu'on a une matériothèque aussi qui est proposée dans le cadre des rendez-vous pour justement aussi inciter les ménages à utiliser des écomatériaux. Alors, ça, c'est le petit bonus, le petit plus, si je puis dire. Mais voilà, ça, c'est aussi un des chevals de bataille qu'on mène aussi au sein de la MHD. Voilà. Je te laisse la parole. Alors, donc, je m'appelle Alistair Mand et donc je suis le conseiller France Rénov'. Je pense que vous l'avez entendu depuis le 1er janvier 2022, est apparue la nouvelle marque du service public de la rénovation, pour la rénovation énergétique. Donc c'est France Rénov', anciennement conseiller FR, qui signifie, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, ça voulait dire faciliter, accompagner, informer sur la rénovation énergétique. Donc voilà, aujourd'hui on s'appelle conseiller France Rénov' dans une question d'améliorer la lisibilité entre les différents dispositifs nationaux qui existent en matière d'accompagnement financier dans les projets de rénovation énergétique. Et donc voilà, donc sous la bannière France Rénov', alors l'organisation et les personnes qui sont derrière sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en tant que conseiller FR, conseiller France Rénov', l'organisation reste la même. Tout à l'heure, Alicia a parlé de mon accompagnateur Rénov'. Alors en fait, ça c'est une casquette parmi les différentes missions d'un conseiller France Rénov'. C'est-à-dire que je suis une petite pierre à l'édifice au sein du guichet unique de l'habitat. On a une organisation en guichet unique de l'habitat qui permet justement une interconnexion entre les différents services pour permettre une efficacité accrue dans le traitement des différents dossiers, des dispositifs opérationnels. Mais les missions principales d'un conseiller France Rénov', c'est l'information, le conseil et l'accompagnement des propriétaires occupants, locataires, copropriétaires, petits tertiaires privés depuis le 1er janvier 2022, dans leur projet de rénovation énergétique. Alors il y a aussi un petit volet sensibilisation, animation. Je dis petit volet, mais en fait ça prend quand même une bonne part du quotidien de conseiller France Rénov'. C'est-à-dire que aujourd'hui, certes, on a 2000 requêtes entrantes au service sur un territoire peuplé de 244 000 habitants. La proportion de propriétaires occupants, je ne l'ai pas en tête, mais elle doit représenter une certaine
une certaine part importante. Et donc, oui, effectivement, tous les propriétaires n'ont pas consulté le service. En tout cas, nous, on est un service public donc, qui accueille bien évidemment toutes ces personnes éligibles. Néanmoins, en matière de lisibilité et aussi d'accueil, la maison d'habitat durable, donc justement on disait il y a une matériothèque, les portes d'entrée vis-à-vis des personnes très modestes et modestes qui peuvent être malheureusement en situation de précarité énergétique, ce sont les bénéficiaires des CCAS, donc principalement des locataires du parc public, mais aussi des locataires ou des propriétaires privés. Et donc c'est une des portes d'entrée justement au service France Rénov qui permet justement la passerelle. Voilà. Après, il nous arrive aussi de recevoir des propriétaires qui ne sont pas là de leur propre chef. C'est quelqu'un de leur famille, un voisin, quelqu'un de la rue qui a bénéficié d'un dispositif opérationnel et qui se dit « pourquoi pas moi ?» Et dans ce cas-là, l'idée c'est aller comprendre la situation de chaque personne. Nous, en tant que conseiller France Rénov, il nous arrive de recevoir 7 rendez-vous par jour. Les 7 rendez-vous, ce sont une mise en situation unique du propriétaire qui a sa situation, ses propres revenus, qui est propriétaire depuis un certain temps. On pose un certain nombre de questions et au final, on arrive à les rediriger vers le bon dispositif opérationnel. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de la mission de conseiller France Rénov. Voilà. Si je peux compléter, on a essayé aussi de voir un petit peu quels étaient aussi les deltas entre le premier rendez-vous du particulier et le post-travaux, et généralement le gain énergétique observé après travaux, puisque quand il y a passage à l'acte, il y a travaux, accompagnement financier généralement, fiscal et aussi parfois uniquement technique, mais généralement le gain énergétique constaté après travaux oscille entre 35 et 45%. Ce qui n'est pas forcément négligeable, ce qui est plutôt intéressant. Aussi pour compléter, on accompagne, comme le disait Alistair, on n'accompagne pas forcément que le public éligible ANA, on accompagne aussi les publics aussi même un peu plus musclés, mais juste sur des conseils techniques, aussi des conseils fiscaux, je le rappelle. On aura aussi bientôt, pour compléter le panel d'offres de la MHD, des permanences d'un archi-conseil, pour aussi aller plus loin dans la démarche pour des publics qui veulent aussi aller pousser un petit peu l'accompagnement. Enfin voilà, on essaye vraiment de balayer aussi très large sur le panel de publics accompagnés. Et on essaiera aussi de pousser un peu le concept sur le volet des copropriétés, puisqu'il ne faut pas négliger aussi la question des copropriétés qui sont en voie d'être dégradées et qui sont souvent dans des situations financières aussi très complexes. Pardon. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon et votre retour aussi d'acteur de terrain qui est très important, notamment sur ce volet pédagogique. On reviendra peut-être après, vous avez parlé du permis de louer, on y reviendra peut-être après. On va enchaîner avec les autres intervenants et on vous reposera la question après. Donc Alice Morcret, je vous propose de prendre la suite. Donc, vous faites partie de Hauts-de-France Pass Rénovation. C'est une initiative qui nous vient de Picardie, qui est portée par la Régie régionale du service public de l'efficacité énergétique. C'est une initiative qui permet la réhabilitation thermique des logements individuels. Donc l'idée, c'est peut-être de nous présenter vos missions, de ce que vous faites au titre de ce service public de l'efficacité énergétique et aussi peut-être de nous parler de l'articulation, de la manière dont vous êtes articulé avec ces solutions qui sont pensées à l'échelle des territoires de guichet unique pour qu'on comprenne comment ça marche. Je vais juste désinfecter. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, le service public de l'efficacité énergétique, donc qui distribue en fait 2 dispositifs pour l'accompagnement, le Hauts-de-France Pass Rénovation pour la maison individuelle et le Hauts-de-France Pass Copropriété pour les copropriétés. Donc on est en fait un établissement public industriel et commercial qui avait été créé par la région Picardie en 2014 maintenant,
avec le souhait d'accompagner réellement à la rénovation énergétique performante. L'idée de la région, c'était, à l'époque, on avait plusieurs constats. Le premier, c'est que on avait des enjeux environnementaux qui demandaient à ce qu'on ait beaucoup de rénovation sur le territoire. On avait un tissu économique qui était assez en difficulté, avec une crise qui avait touché les artisans de manière assez importante. Et on avait en face un marché de la rénovation qui existait, mais avec vraiment des rénovations peu performantes, des monolots, des choses qui n'apportaient pas un vrai marché conséquent et efficient surtout. Donc la région avait décidé de mettre en place un service public qui permettrait de lever un peu tous les leviers et tous les freins à la rénovation globale. Ces freins, c'est bien sûr l'économie, puisque les ménages ont du mal quand même à financer des rénovations globales qui ont un coût très important. Aujourd'hui, on est sur des rénovations de l'ordre de 46 000 €, donc c'est vraiment pas négligeable. Le deuxième frein, c'était l'accès à la qualité des travaux, le choix des artisans, comment donner confiance aux ménages dans l'artisanat et dans leur capacité à effectivement faire des rénovations performantes dans lesquelles on avait confiance. Et puis, le troisième frein, c'était juste l'information, comment déclencher le besoin et faire passer à l'acte. Donc pour ça, la décision avait été prise de faire un service intégré qui permettrait à la fois d'accompagner techniquement les ménages, mais aussi financièrement. Et ça, c'est la loi Allure qui l'a permis, puisque la loi Allure a créé les sociétés de tiers-financement, donc qui sont des services finalement de type bancaire, qui permettent de financer directement par les structures publiques ou parapubliques les projets de rénovation. Donc aujourd'hui, l'accompagnement que l'on met en place, c'est un accompagnement complet où on va, depuis la genèse du projet jusqu'à plusieurs années après le projet, accompagner les ménages à la fois techniquement. Donc on va choisir avec eux le programme de travaux après un audit complet, une visite de la maison, des allers-retours pour déterminer le programme de travaux efficace. Ce programme de travaux, on essaye toujours de le faire de manière optimale, c'est-à-dire on pense d'abord techniquement ce qui est le mieux pour la maison. On évalue les économies d'énergie qui sont réellement possibles sur ces maisons, avec toujours un calage aux factures pour ne pas faire des promesses d'économies d'énergie qui ne sont pas réalistes. Et puis ensuite, uniquement ensuite, on évalue comment on va pouvoir financer cette rénovation en allant chercher bien sûr l'ensemble des dispositifs opérationnels qui existent déjà. Alors ce sont les aides de l'ANA pour les ménages modestes et très modestes, ça peut être aussi les aides des CARSAT et autres pour les ménages toujours un peu en précarité, mais ce sont aussi plusieurs dispositifs pour les autres ménages. MaPrimeRénov' aujourd'hui, le crédit d'impôt avant, les certificats d'économie d'énergie, enfin voilà, il y a quand même un ensemble de dispositifs opérationnels que nous, on va essayer de concentrer et pour lesquels on va vraiment essayer de mobiliser la totalité. Et puis pour le reste à charge, eh bien, on a la possibilité de faire un financement en direct, c'est-à-dire qu'on prête directement aux ménages finalement pour financer ce reste à charge. Notre Graal, c'est de faire en sorte que les mensualités de ce financement de reste à charge soient à peu près équivalents aux économies d'énergie, de manière à ne pas impacter finalement les capacités financières de la famille et même parfois leur redonner un peu de pouvoir d'achat quand les économies d'énergie sont supérieures. Aujourd'hui, on a 2 outils financiers qui nous permettent vraiment, pour certaines situations, d'arriver à vraiment faire sortir des projets très ambitieux. C'est l'éco-PTZ, parce qu'on peut distribuer directement l'éco-PTZ, qui vient d'être remonté avec un plafond à 50 000 € et une durée de 20 ans. Donc là, on a maintenant une durée suffisante pour avoir des mensualités assez faibles. Et puis on a le prêt de tiers-financement qui va nous permettre là de financer des travaux qui ne seraient pas éligibles à l'éco-PTZ ou des montants plus importants sur une durée de 25 ans. Là encore, 25 ans, ça nous permet d'avoir des toutes petites mensualités. Par exemple, aujourd'hui, sur un projet moyen de 46 000 €, on est aujourd'hui sur les ménages modestes et très modestes avec des aides très conséquentes de l'ordre de 26 000 €. Donc il nous reste 20 000 € à financer. 20 000 €, c'est 100 € sur 20 ans avec l'éco-PTZ.
100 €, c'est vraiment le niveau des économies d'énergie qu'en moyenne on arrive à faire. On est aujourd'hui sur des projets au global qui sont de 50% d'économies d'énergie. Donc on arrive à faire des choses intéressantes. Alors ça ne marche pas tout le temps, effectivement, notamment pour les ménages les plus précaires qui ne se chauffent pas aujourd'hui. Forcément, c'est difficile d'aller chercher des économies d'énergie. Mais pour ceux qui se chauffent un peu, on arrive à réduire, à garder finalement la même facture, sauf que demain, ils pourront se chauffer avec les mêmes factures d'énergie. Et puis, pour les ménages très fortement aidés aussi, l'idée, c'était de se dire, ces ménages très fortement aidés pour lesquels on va avoir des restes à charge minimes, mais pour lesquels les banques ne vont pas les accompagner parce que finalement, ces restes à charge, on a un risque financier très important dessus. Eh bien, nous, considérant d'abord qu'on est service public et qu'on a un regard peut-être plus social que la banque, on va pouvoir financer des restes à charge de 3 000 € sur 20 ans. 3 000 € sur 20 ans, c'est 15 € par mois. Et pour un certain nombre de ménages, c'est tout à fait acceptable, en fait. Voilà. Donc, ça permet aussi de déclencher ce type de projet. Après, Pardon. On est un acteur public, mais néanmoins, beaucoup d'acteurs aujourd'hui, quand ils font de la communication, se prévalent de l'État français et d'un dispositif public. Donc on ne fait pas de communication en direct, parce qu'on est un acteur public régional, on est encore peu connu. C'est vrai qu'on a démarré sur la Picardie et on s'est étendu aux Hauts-de-France en 2020. Alors 2020, c'était pas forcément la meilleure période pour démarrer. Donc voilà, sur les régions notamment du nord du Pas-de-Calais et notamment ici, on a un peu perdu du temps et on n'a pas encore une grande visibilité. Et donc nous, on va vraiment utiliser les tiers de confiance locaux et notamment on a un gros travail à faire avec les collectivités justement pour porter le dispositif auprès des ménages et pour donner confiance aux ménages aussi dans notre dispositif. Alors, confiance auprès des ménages, mais aussi confiance auprès des artisans. Parce que c'est vrai que j'ai un peu dérivé, je n'ai pas complètement terminé sur l'accompagnement technique. On fait aussi de l'accompagnement technique pendant le chantier, puisqu'une fois qu'on a décidé des travaux, on va choisir les entreprises avec le ménage, suivre le chantier, mettre un cadre de qualité sur les chantiers, réceptionner avec le ménage. S'il y a des réserves à lever, faire lever les réserves aux entreprises. Et puis on va rester avec le ménage encore 3 ans. Une première année pour faire une visite, pour aller mesurer. C'est important de mesurer effectivement quand on veut s'assurer qu'on a bien atteint nos objectifs et que le ménage fait vraiment des économies d'énergie. Et puis aussi, Madame le disait tout à l'heure, ils ne lisent pas les documents qu'on leur remet. Donc même si on leur remet un carnet de vie du logement à la fin pour savoir comment utiliser, on sait qu'il faut revenir une année après pour leur réexpliquer, refaire un petit peu un bilan sur leur utilisation, leur facture. Donc ça, c'est une visite 1 an après les travaux. Et puis, les 2 années d'après, on fait un point avec eux. Alors là, pas forcément sur visite, parce que ça coûte quand même très très cher de faire des visites, mais un point téléphonique, par mail, ou en tout cas un point pour collecter leurs factures et s'assurer qu'il n'y a pas de dérive importante. Et en cas de dérive, la proposition de revenir et de refaire un point avec le ménage. Ce suivi pendant le chantier, il nous permet donc du coup aussi d'assurer la qualité. C'est vraiment nécessaire pour nous parce que les économies d'énergie, comme on va considérer que c'est une ressource pour financer, pour notre risque financier en propre d'établissement bancaire pratiquement, c'est important qu'on s'assure qu'effectivement elle soit là. Donc c'est vraiment un point important du dispositif. Ça permet aussi de donner confiance aux ménages sur la suite, mais ça peut faire peur aux entreprises. Parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être contrôlées. Il y a quand même aujourd'hui peu de contrôle, même pour ceux qui sont certifiés RGE. Et elles savent qu'avec un établissement public derrière, si on contrôle et qu'il y a une malfaçon, une dérive, ils vont être obligés de réintervenir.
Donc c'est vrai qu'on a un certain nombre d'artisans qui craignent un peu parce que voilà, ils n'aiment pas être contrôlés. C'est compliqué la rénovation globale aussi parce qu'il y a beaucoup de coordination à avoir entre eux. Donc ça les freine parfois encore un peu plus. Et puis pour les ménages les plus précaires, ce qui les freine, c'est le risque d'impayé également. Parce qu'ils savent quand est-ce qu'ils démarrent, ils ne savent pas forcément quand vont être collectées les aides, à quel moment ils vont être payés. Donc là, notre dispositif nous permet vraiment d'avancer la totalité du montant des travaux aux ménages. On paye directement les entreprises, donc elles n'ont pas de risque d'impayé. Ça peut les rassurer, ça peut leur permettre de venir plus facilement auprès sur ce type de projet. Néanmoins, il faut qu'elles nous connaissent et qu'elles aient confiance en nous. Et là encore, c'est vraiment l'action locale qui peut faire que l'animation par le biais de la collectivité permette aux artisans de connaître le dispositif, permettre aux artisans les plus volontaires, les plus motivés d'adhérer à un dispositif qui va plus contrôler également. Et voilà, donc on a vraiment une carte à jouer à être en proximité avec le local. Faire une animation de ce type à l'échelle de la région, c'est quasiment impossible. En fait, l'acteur local artisan, lui, il ne va pas regarder en fait beaucoup plus loin que son champ d'action. Merci beaucoup Alice pour cette première intervention qui nous permet vraiment de comprendre la complémentarité entre votre action et celle des collectivités et des territoires. Et aussi, merci d'être revenu sur cette notion de confiance qui effectivement ressortait de la présentation de ce matin. Donc on pourra peut-être y revenir après, effectivement. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Capel, et vers les bailleurs sociaux. Donc vous faites partie de Pas-de-Calais Habitat. C'est un bailleur engagé depuis plus d'une décennie sur les questions d'innovation auxquelles une direction spécifique est dédiée et dont vous êtes le directeur. Peut-être de la même manière que l'agglomération de Lens-Villiers-Vin, revenir sur le contexte de Pas-de-Calais Habitat, de votre parc, des ménages que vous logez, et également revenir sur cette idée, cette volonté d'innover, l'historique, et aussi ce dont on parlait ce matin, de comment vous tirez les liens de ce volet innovation dans le logement vers le lien social. Je vous laisse, je vais juste... Merci de l'invitation pour parler un peu de précarité énergétique et d'innovation. Donc, comme vous le signalez, ça fait 10 ans que Pas-de-Calais Habitat, enfin un peu plus de 10 ans que Pas-de-Calais Habitat se tourne vers l'innovation pour trouver des solutions dans le cadre de l'accueil de nos publics dans nos logements, notamment la précarité, mais aussi les services à la personne, le vieillissement, le maintien à domicile le plus longtemps possible dans son logement et l'ensemble de la problématique liée à la qualité de vie dans le quartier. On voit que tous ces thèmes, toutes ces actions sont forcément liées par une approche qui doit être globale sur cette approche-là. C'est pour ça que là, Pas-de-Calais Habitat, donc on est bailleur, on loge à peu près 100 000 personnes dans l'ensemble du département. On a 40 000 logements, aussi bien en rural qu'en ville ou qu'en zone dense. Et on loge une partie de la population les plus modestes du département. Ce qui fait qu'on doit avoir une relation à la qualité de l'accueil de nos publics et à l'accompagnement de nos publics très très forte pour pouvoir les accompagner dans un parcours résidentiel. Le logement social est là pour créer un parcours résidentiel. Depuis, le bailleur a 90 ans, ça fait 90 ans qu'on loge et qu'on est dans ce service public d'accueil des personnes en précarité. Mais l'accélération depuis les années 2000 fait en sorte que l'avènement des normes, l'avènement des différentes réglementations thermiques, l'avènement de différents technologiques, le numérique, les équipements de chauffage de plus en plus complexes à étudier, font en sorte qu'on embrasse l'ensemble des constats que vous avez fait tout au long de la matinée. C'est comment le locataire s'approprie, comment il vit avec les équipements qui l'entourent et comment demain, la performance ne va pas se contenter à dire on a mis un bon équipement technique avec un bon mode de financement, mais comment ce financement-là va apporter
du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, du confort et un maintien de l'habitant dans son logement et surtout dans son quartier et dans son lien social. Donc pour ce faire, on a dit qu'il ne faut plus faire comme d'habitude, quoi. Il ne faut plus qu'on ait d'un côté les services sociaux, les services à la clientèle qui bossent avec de l'accompagnement, de la mise en place et puis de la formation. Il ne faut pas qu'on ait des services techniques qui dans leur coin bossent aussi sur les meilleurs matériaux, équipements, raccordements, réseaux, enfin toute l'approche énergétique. Et il ne faut pas qu'on ait un modèle économique qu'on constate finalement qu'il va peut-être vers l'impayé, parce que globalement on a oublié qu'au milieu de ça, ce qui a été montré tout à l'heure dans le triangle, il y a l'usage qui n'est pas forcément raccord à le petit document que socialement on va donner pour utiliser les bâtiments, qui n'est pas forcément raccord à la technique qu'on va mettre et l'énergie qu'on a choisie, et qui n'est pas forcément non plus raccord au modèle économique d'investissement, parce que tout ça, quelque part, vit. Et donc on s'est entouré dès 2009 d'une équipe pluridisciplinaire qu'on a quasiment accompagné et qui nous ont accompagnés dans des programmes aussi européens. Donc la technique est de dire il faut qu'on ait des empêcheurs de tourner en rond, des scientifiques, qui posent énormément de questions, mais qui nous permettent d'apporter des réponses. Il faut qu'on ait des experts, c'est-à-dire des entreprises spécifiques dans leur domaine, que ce soit du numérique, du solaire, de l'énergie, des juristes, des économistes et des locataires. Ce qui fait que quand on appelle la direction de l'innovation ou quand on fait un programme européen, on en a fait 7 depuis 2010, en fait, c'est une équipe qui réfléchit à la qualité du logement de demain. Alors sur des thématiques bien particuliers, mais cette équipe-là, quelque part, reprend l'ensemble des difficultés que vous avez montrées. C'est comment, quand le bus européen s'en va, ou comment, quand la réhabilitation est finie, on vit pendant 50 ans avec les choix qu'on a faits. Comment on paye l'emprunt sur une durée relativement longue, parce que l'économie elle est ponctuelle sur la première année, deuxième année, et puis si ça file, ce petit pouvoir d'achat est plus là. Et puis s'il y a d'autres choses qui se rajoutent dans les ménages, ce petit pouvoir d'achat n'est plus là. Ce qui fait que, humblement, quand on a commencé à chercher des solutions, à innover, c'est-à-dire à aller mettre dans le logement social des choses qui existaient peut-être ailleurs, qu'on n'avait pas l'habitude de mettre en place, on s'est attaché à rentrer dans notre mission par l'usage, par le respect de la personne qui vit dans nos logements, par le respect des personnes qui, tous les jours, sont en contact avec nos locataires. C'est nos équipes de proximité. Pas-de-Calais Habitat, on est 800 personnes à s'occuper de nos 40 000 logements. Et sur les 800 personnes, il y en a 600 qui sont dédiés à la gestion de proximité, qui sont proches du locataire, du gardien, de l'ensemble des équipes de nettoyage, d'entretien de nos parties communes, jusque le responsable de site, le responsable patrimoine, le responsable de développement, qui est en continu avec nos locataires. Ce qui fait que là, on a créé en fait une sorte de concept en disant que chaque fois qu'on met un équipement technique, il faut pouvoir le mesurer, il faut pouvoir évaluer l'impact sur la charge ou l'impact sur l'augmentation du confort. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans la rénovation énergétique, dans la précarité, c'est que ça apporte du confort complémentaire, pas forcément pour un coût supérieur ou un coût inférieur, mais ça peut apporter du confort complémentaire, et surtout c'est un prétexte à faire en sorte de créer du lien social. Créer du lien social, c'est comprendre pourquoi ça déconne. Et pour comprendre pourquoi ça déconne, pour parler crûment, il faut être assis à côté du locataire, il ne faut pas lire sa facture, mais il faut lire la température dans son logement, il faut lire comment il prend sa douche, il faut lire comment, globalement, il utilise son information, tout en ayant deux objectifs relativement incontournables chez nous sur le fond, c'est qu'un, on garde l'intimité et l'usage de chacun de son logement, on n'est pas donneur de leçons. Chacun utilise son logement comme il a envie, comme il le souhaite, par rapport à sa qualité. Et le deuxièmement, c'est qu'on n'envoie jamais un peu de technicien comme moi parler à un locataire. C'est qu'on envoie des locataires parler à des locataires. On envoie des gardiens parler à des gardiens.
On envoie, et là, on est dans les techniques qu'on envoyait, que vous avez tous très très bien décrit depuis tout à l'heure, c'est que globalement, on crée en fait une entité d'ambassadeurs, de référents, qui sont toujours des binômes entre une personne de Pas-de-Calais Habitat, et je dis bien une personne, c'est pas forcément un gardien, ça peut être une personne qui fait de l'entretien, une personne qui fait de la régie, et un locataire qui, tous les deux ont une modification de leur position dans la structure. C'est-à-dire qu'ils ont une mission, leur mission sociale, c'est d'accompagner les personnes, mais le comment, c'est qu'ils deviennent référents, deviennent ambassadeurs. Le locataire devient aussi référent parce qu'il parle de lui, il parle de ses mises en place, il parle de comment il prend sa douche, comment il cuit ses patates, comment il met le couvercle sur la mise en place. Enfin, ça revient effectivement à l'ensemble des bons gestes qu'on peut trouver dans la liste des jeux de cette famille. Simplement, ils sont traduits, ils sont mis en place et ils sont conservés. D'où, globalement, quand on a fait les recherches et quand après on analyse et on regarde avec cette équipe pluridisciplinaire-là, on arrive à trouver des solutions. Des solutions d'accompagnement et aussi des discours. Effectivement, quand on réhabilite, il ne manquerait plus qu'on n'ait pas une diminution de la facture de chauffage, une diminution de la facture d'usage. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas travailler sur l'eau, sur l'électricité, sur les usages domestiques, sans réhabilitation. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas travailler sur le confort sans réhabilitation. Donc l'accompagnement n'est pas toujours lié à des travaux. Et il est encore plus efficace quand il n'est pas lié à des travaux. Parce que la personne n'attend qu'une seule chose, c'est ses travaux. C'est normal, comme tout le monde, on attend son cadeau de Noël. Et on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. Par contre, quand on fait attention à ce qui se passe autour, quand les travaux arrivent et qu'on l'a fait au préalable, on est prêt à être tout de suite performant. On n'attend pas l'année d'après pour être performant. Donc c'est pour faire aussi le lien avec Social Hall, qui fait partie des prestataires qui ont travaillé avec nous, qui ont construit en fait un outil numérique digital qu'on peut poser dans les parties communes, qui a été construit par les locataires. Il n'a pas été construit par une plateforme de données qui a mis des belles courbes, des machins, des trucs, mais tout ça, on les a construits avec les locataires et ils ont monté leur écran interactif dans les parties communes, sur le fond. Donc on reprend ça, on a un économiste qui nous a dit, les gars, là vous déconnez, c'est parce que votre modèle économique ne peut pas être mis en place, il n'y a pas de la gestion par l'intérêt. Une fois que vous allez avoir fatigué vos locataires 3-4 fois sur la précarité énergétique, ils ne vont plus venir, quoi. Une fois qu'on a dit, voilà, 1 degré c'est 7%, il faut mettre un pull, pas de pull. Bon voilà, tout ça c'est des conneries qui sont intéressantes à dire à partir du moment où elles sont mises en perspective de gains. De gains en euros, de gains en quotidien, et qu'on donne aussi les outils aux chefs de famille de l'expliquer à la fratrie. De l'expliquer un peu plus loin que, globalement, la demi-heure de rendez-vous dans la mise en place. Et donc, la gestion par l'intérêt nous a poussé à dire, en fait, globalement, il ne faut pas rentrer la précarité, il ne faut pas qu'on rentre par la facture énergétique et le gain, parce que tout de suite, bon, voilà, je vais gagner combien je vais avoir, mais oui, mais je ne peux pas, oui, mais regardez, je suis déjà... Oui, effectivement, tout ça, c'est vrai, c'est du constat, mais on va regarder par, c'est quoi la création d'activité qu'on peut faire dans le service du quartier. Comment pouvez-vous vous mobiliser autour de votre quartier pour faire en sorte de gagner en pouvoir d'achat au-delà de l'énergie. Donc on passe vraiment par l'énergie, mais après on va réellement au-delà. Et là, on crée en fait une activité où, naturellement, ils vont chercher un peu de pouvoir d'achat dans le jardin partagé, ils vont chercher un peu de pouvoir d'achat dans le fait d'aller chercher du portage d'eau, du portage de pain, enfin un certain nombre d'éléments qui vont faire en sorte que la précarité énergétique va emmener une qualité de vie dans le quartier un peu différente, et qu'ils avaient déjà. Sauf que c'était pas partagé. Sauf que le fait que le bailleur mette en valeur les personnes qui sont là, les 21 associations qu'on a créées là aujourd'hui, il y en a qui sont naissantes, il y en a qui ont maintenant déjà 3-4 ans de recul, ils passent rapidement de 5-6 acteurs très dynamiques dans le quartier à une 60aine d'acteurs plus ou moins dynamiques. Et la performance énergétique, là pour le coup, on peut la mesurer. Parce qu'on ne la mesure pas dans une action ponctuelle, on la mesure dans le temps sur 3 ans, et sur 3 ans sur les ménages dont on a démarré dans un quartier où on n'a pas fait de rénovation énergétique, donc on sépare bien les deux éléments, on est quasiment à 15% d'économie d'énergie sur l'usage, avec une augmentation du confort. Et là, maintenant, la réhabilitation va passer par là. Enfin, on a des plans stratégiques de patrimoine, etc. Simplement pour dire aussi pourquoi on s'est intéressé au volet social et technique, et non pas l'inverse. C'est parce que le volet technique, nos entreprises sont hyper performantes aujourd'hui.
On sait réhabiliter, on sait mettre de l'isolation par l'extérieur, on a des équipements techniques qui nous donnent des performances qui sont très très bonnes. Et donc on s'est dit, nous, la priorité, c'est vraiment l'appropriation par les personnes de ces équipements-là. Donc ça se traduit par des outils, après on échangera les questions. On a un premier outil qui est la maîtrise de la dépense énergétique. C'est les gardiens qui forment des ambassadeurs à maîtriser la dépense énergétique. Et en aucun cas on dit que la dépense énergétique doit être 2. On maîtrise sa dépense. Donc avec peut-être de la sous-consommation, surconsommation. Un deuxième outil qui est né aussi de la transition énergétique après les travaux de Rifkin sur la capacité solaire qu'on peut avoir dans la région de développer. On s'est dit exactement les mêmes réflexions tout à l'heure. Le locataire paye un tas de taxes, notamment la CSPE, pour pouvoir faire du développement durable, et lui, en tant que locataire social, il n'y aura jamais le droit. Donc en 2016, on a créé avec Enedis, avec la DGEC, on a commencé à créer ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant, dans les différents textes qui sont parus l'année dernière, l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un panneau solaire, quand je le mets sur ma toiture, sur les essais qu'on a mis, je vois un pouvoir d'achat et un collectif d'habitants. Je ne vois pas un modèle de revente d'énergie solaire. Et en fait, là maintenant, l'autoconsommation collective est un prétexte encore en plus pour pouvoir aller chercher les locataires. Et là, l'intérêt, et c'est là où on commence à un peu rassurer les chercheurs économistes, c'est qu'on a un modèle économique qui tient la route. C'est-à-dire que quand on met un panneau solaire, on a une économie directe sur le loyer entre 20 et 130 euros sur le fond de la mise en place, et qui peut être réinvesti dans l'association qui se crée, etc. Et on est dans une dynamique de service à la personne. On a un outil que Christophe aurait pu présenter, qui est la capacité de pouvoir montrer au quotidien, modéré par les habitants eux-mêmes, les actions qu'ils ont fait dans leur quartier. Alors il y a un truc qui aussi nous a pas mal embêté les 2 dernières années, c'est le Covid, qui a un peu limité les rencontres dans les parties communes, le fait d'être autour d'un écran numérique et mettre en place, parce que notre volonté n'est pas d'apporter l'information individuelle, la volonté est d'apporter une information qui est modérée par un groupe de personnes. 2 personnes, c'est déjà un groupe. Un locataire avec un résident, 2 résidents entre eux, une personne qui est un ambassadeur numérique, et on a créé une petite team, quoi. Un ambassadeur numérique, un ambassadeur globalement du service à la personne de pain, un ambassadeur de l'énergie, et ces personnes-là rayonnent maintenant dans le quartier, gouverné par le bailleur, on est bien d'accord, mais le bailleur n'est pas à l'initiative. C'est le groupe de locataires qui décide de là où ils veulent aller dans l'activité, dans la mise en place. Donc voilà un peu résumé sur le fond. Ce concept-là, qui a été déposé il y a 2 ans, s'appelle l'habitat contributif. Alors pour revenir sur les expériences, vous avez en Angleterre Optivo, Clarion, Amicus Horizon, qui travaillent sur les resident voice. Ils ont des maisons de quartier, ils ont des maisons ressources, ils font exactement la même chose. Avec leur modèle à eux social de financement, ils font exactement la même chose. La précarité dans le logement social, donc tout ce que je vous disais a été mesuré, des questionnaires, un certain nombre une méthodologie de recherche. On a 1/3 de personnes qui sont en précarité chez nous. Très peu qui sont déclarés parce que, comme on le disait tout à l'heure aussi, ils font en sorte de rester toujours en dessous de la ligne pour ne pas être identifiés. Peur de perdre son loyer, peur de perdre son logement, et peur de perdre un petit peu leur qualité de vie dans la mise en place. Donc ils chauffent qu'une pièce ou 2, ou ils ont des consommations qui est très faible. Donc vraiment à la limite de la qualité de santé dans le logement. Mais bon, voilà, on est dans cette journée-là, donc ça, on ne peut pas passer outre cette remarque. On a 1/3 de personnes qui sont précautionneuses. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'énergie augmente de 12%, ils coupent un confort à côté pour pouvoir se continuer à chauffer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas identifiés comme personnes en précarité, mais là, l'augmentation de fin d'année qui a fait mal, ils ont un peu moins de confort ailleurs. Un peu moins de confort sur leurs enfants, sur la fratrie, sur l'alimentation ou sur d'autres choses. C'est pour ça que l'approche doit être globale. Parce que même s'ils trouvent des solutions pour l'énergie qui est incontournable, ils vont se couper derrière. Ça veut dire que l'accompagnement est d'autant plus intéressant que si on fait 130 économies
d'un côté et qu'on les utilise de l'autre, et qu'ils restent dans ce volet précautionneux, parce qu'on ne leur a pas donné les outils de pouvoir utiliser l'économie qui a été mise en place, le coup d'après, ils sont dans la précarité. C'est-à-dire quand le coup près retombe, sur le fond. Et puis le dernier tiers de personnes qui vivent dans nos logements sans souci particulier. Donc quand on dit que la précarité, effectivement, c'est 30 ou 35%, c'est 60% des personnes qui, dans les 5 à 6 prochaines années, dans tous les cas, on devra leur trouver des solutions d'accompagnement, alors que ce soit sur l'enveloppe, que ce soit sur le fait de les accompagner. Et là, l'économie circulaire, tout ce que je viens de vous exprimer se traduit en fonction des approches et des méthodes par l'habitat participatif, par l'habitat contributif, par l'économie sociale et solidaire locale, contributif. Mais on est bien toujours dans les mêmes ressorts qui ont été évoqués depuis ce matin. C'est de faire parler des pairs entre eux, mais pas simplement les faire parler. Mais avant de les faire parler, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les valoriser et il faut les mettre dans un modèle économique qui rassure l'accompagnement sur le long terme. Nous, collectivité notamment, parce que tout cet accompagnement avant travaux qui est possible pour les bailleurs sociaux, parce qu'ils sont à proximité des locataires tout le temps, pendant une très longue période avant les travaux, comment on la met en œuvre sur le parc privé avec des propriétaires dont on ne rentre jamais dans la maison, qu'on ne connaît pas, et comment à l'échelle d'un quartier on peut effectivement faire vivre cet accompagnement avant travaux pour que nos travaux soient efficaces. C'est une bonne question. Merci beaucoup pour cette intervention et merci aussi pour cette remarque. Peut-être, je vous propose de reprendre la parole, Alicia et Alistair. On a commencé à parler tout à l'heure du permis de louer, donc là on passe plus sur un volet coercitif dans le cadre de la mise en œuvre de cette lutte contre la précarité énergétique. Mais je pense qu'il était important de revenir sur le dispositif parce que je sais qu'il y a d'autres territoires qui le mettent en œuvre, mais ce serait intéressant d'avoir vos retours. Et après, Alistair, peut-être vos retours sur la démarche pédagogique que vous mettez en œuvre et peut-être nous en dire plus sur cette matériothèque. Voilà. Je vous laisse. Oui, bien sûr. Je vais vous passer le micro. Hop. On a dit qu'on avait un format interactif, donc n'hésitez pas. Merci. Moi, je voulais rebondir juste sur votre projet avec les panneaux solaires sur les bâtiments. Je voudrais savoir comment ça fonctionne concrètement. C'est-à-dire que vous avez évoqué une baisse des coûts pour les locataires à l'issue de l'installation de ces panneaux solaires. Mais c'est une baisse qui se caractérise comment techniquement? Je veux dire, c'est sur les loyers directement? Comment ça se passe par rapport à je comprends pas en fait. Alors c'est un dispositif que vous allez bientôt voir arriver. Ça fait partie de ce qu'on appelle les communautés d'énergie renouvelable ou les communautés d'énergie citoyenne. C'est la capacité d'un groupe de personnes à investir dans des outils de production locale et de répartir cette production-là entre les membres de cette communauté. Dans le cadre d'un bailleur, le bailleur a été validé par la DGEC comme personne morale organisatrice du fait de notre position de bailleur. C'est-à-dire qu'on est en capacité, nous bailleurs, d'investir dans des panneaux solaires sur les toitures. On les raccorde au réseau de distribution Enedis traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de câble directement sur chaque logement. Et Enedis fait la ventilation auprès de chaque fournisseur, de chaque locataire qui a autorisé qui fait partie de la personne morale organisatrice, qui a donné l'autorisation de faire partie de ce groupe-là, la quantité d'énergie que j'ai produite qui est ventilée au prorata de la consommation de chacun. Donc, techniquement, il y a des panneaux solaires, ils sont raccordés sur le réseau Enedis. De l'autre côté, chaque locataire a son fournisseur propre. Moi, je ne vends pas d'énergie en tant que bailleur, son fournisseur propre. Enedis envoie à chaque fournisseur de chaque locataire le fait que moi, j'ai renvoyé X kilowattheures dans le réseau, c'est-à-dire X euros de kilowattheure, et le locataire a un moins sur sa facture. C'est-à-dire que s'il a consommé 100 et que moi, je lui ai envoyé l'équivalent de 20, il va payer 80.
Alors l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut démarrer un outil pédagogique avec eux. C'est que s'ils font rien du tout, ils ne changent pas d'usage, ils ont 20% de gain. S'ils commencent à utiliser pendant qu'il y a du soleil, s'ils commencent à utiliser pendant qu'il y a l'énergie, s'ils commencent à rationaliser leur machine à laver, leur cuisine, leur consommation, eh ben, ils peuvent pas aller jusque 37% d'économie. Et certains locataires ont été jusque 50%. Par tout le dispositif que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que pour pouvoir poser des panneaux solaires, il faut connaître l'usage, parce que je ne vais pas poser des productions alors que je ne connais pas combien mes locataires, mais pour connaître les usages, il faut savoir comment les gens consomment. Et donc là, hier, j'ai démarré une ACC sur Boulogne. On a réuni 16 locataires ambassadeurs, on leur a expliqué la démarche, et là, pendant un mois, ils vont aller expliquer aux 229 locataires, aller récolter leur numéro de PRM s'ils veulent, il n'y a pas d'obligation, et ils vont expliquer comment ils consomment. Et donc là, on forme des gens qui vont former. Et à la fin, je vais savoir combien de kilowatts je vais pouvoir installer sur mes toitures et pour quel rendement. Mais c'est exactement le truc du jardin partagé. On ne prend pas 1000 m² si on n'a besoin que de 100 m² pour pouvoir cultiver. Et on peut cultiver tous 1000 m², mais qu'est-ce qu'on fait des sacs de patates quand ils sont récoltés ? Donc on aura fait un beau jardin, mais on va avoir énormément de gâchis. Donc l'énergie renouvelable, c'est comme l'activité, comme les dispositifs qui se trouvent autour, c'est de faire le lien entre l'offre et la demande, entre l'usage et la capacité de produire localement. Alors c'est des dispositifs que vous allez voir arriver, parce que le dernier décret, alors nous on a travaillé en innovation, alors voilà, avec tout le mode expérimental, ATEX, ETN, droit d'expérimentation, bac à sable, enfin tout le truc qui va bien d'un point de vue globalement innovation, recherche et puis relation avec l'État. Mais aujourd'hui, les décrets là et la communication grand public est en train d'arriver sur la capacité de créer des communautés d'énergie. Ah si, parce que pour faire ça, alors c'est comme tout, hein, ça c'est la France. Pour avoir une autorisation, il faut le faire. Mais pour le faire, il faut une autorisation. Hein, vous avez compris un peu le système, parce que comment on peut autoriser quelque chose à faire si on ne l'a pas fait un coup ? Donc globalement, là j'ai déjà aujourd'hui sur Saint-Martin 200 logements qui fonctionnent en autoconsommation depuis 2016, mais en mode expérimental. Ça a été validé, on a validé les résultats, les mises en place par justement, après l'innovation, on est dans une démarche, c'est un métier d'évaluation et de mise en place. Ce qui fait que là, le deuxième volet, j'ai 1 mégawatt crête de solaire qui sont financés actuellement par un programme européen dans lequel on travaille avec les Pays-Bas, Bruxelles, enfin la Belgique et l'Angleterre, la France, sur les communautés d'énergie et comment on peut partager l'énergie renouvelable au sein d'un quartier, avec l'approche sociale pour ce qui nous concerne et l'approche solaire. Pour les autres, c'est des boucles d'eau froide sur le partage de géothermie, etc., etc. Et donc là, on est sur cette opération-là, et cette opération-là, à terme, fin d'année, j'aurai 2000 logements dans la mise en place, mais qui aujourd'hui est conforme aux différents décrets qui ont été mis en place. Donc c'est aussi pour peut-être donner l'exemple, c'est que dans l'innovation, pour reprendre le métier, c'est qu'à un moment donné, si on s'entoure d'équipes pluridisciplinaires qui vont des entreprises jusqu'à la recherche, on est en capacité de déposer des projets qui sont hors cadre. C'est pas forcément. Et ces projets hors cadre nous permettent demain de se projeter. Et là, quand on fait ça aujourd'hui, c'est l'ARE 2020 qui va s'appliquer de toute manière. C'est les bâtiments producteurs d'énergie, c'est la capacité d'aller consommer local de l'énergie. On l'aura par les grands réseaux énergétiques qui utilisent du bois ou d'autres matériaux biosourcés, mais on l'aura aussi par le fait que c'est dommage d'avoir 100 000 m² de terrasse pour ce qui nous concerne en tant que bailleur et pas les utiliser pour faire de l'énergie renouvelable. Merci beaucoup. Juste une précision, vous aviez dit que en tant que bailleur, vous devenez de fait une communauté d'énergie renouvelable d'une certaine manière. Dans les communautés d'énergie renouvelable traditionnelles, il faut devenir membre, donc il faut payer, il faut acheter une part de la communauté d'énergie renouvelable.
Dans votre cas, en fait, les locataires sont de fait membres et ils n'ont pas besoin de faire un geste ou d'investir eux-mêmes pour devenir membres de cette communauté que vous formez avec l'autoconsommation collective. C'est de fait. Et ceux qui ne veulent pas ont le droit de se... D'accéder à l'énergie. Non, pas de démarche. Mais on n'est personne morale organisatrice dans le cadre de communauté d'énergie sur le premier niveau, mais on n'est pas, en tant que bailleur, communauté d'énergie renouvelable. Parce que les décrets de ces communautés-là et les communautés d'énergie citoyenne ne sont toujours pas sortis. Donc, enfin, voilà, c'est le premier volet. Le bailleur peut être personne morale organisatrice. Donc, de fait, il est aussi communauté d'énergie renouvelable et citoyenne. Mais le cas qui nous intéresse là, donc, il n'y a pas besoin d'avoir une cotisation ou un paiement, une participation financière, parce qu'on est bailleur et parce qu'en tant que bailleur, en tant que locataire d'un bailleur social, le locataire n'aura jamais accès lui-même à l'énergie renouvelable. Merci. Un peu compliqué. Je vous propose de prendre la suite. Alicia et Alistair, vous avez encore en tête les questions que je vous avais posées, j'espère. Ok, bon, je vous laisse. Alors, pour revenir brièvement sur le permis de louer, je vais pondérer un peu le propos sur la dimension coercitive. Parce qu'effectivement, en fait, on a mis en place les élus ont souhaité mettre en place donc l'autorisation préalable de mise en location et l'autorisation préalable de mise en division sur 18 communes de la CAL. Donc, pour rappel, la CAL, c'est 36 communes. Dispositif plutôt intéressant puisqu'il nous permet de rentrer dans des logements privés qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Ça nous permet d'avoir une connaissance de l'état du bâti mis en location sur le territoire, des loyers aussi appliqués, et ce qui est plutôt assez intéressant d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que les loyers appliqués sont assez élevés par rapport à la logique de marché. L'état du bâti, effectivement, il n'est pas toujours... correct, on va dire. Les normes de décence sont souvent bafouées. Donc ça nous permet d'avoir une belle lisibilité, puisqu'en plus, on rentre dans chaque logement qui fait l'objet d'une demande d'autorisation. Alors là où je pondère le propos sur le volet coercitif, c'est que du coup, la maison de l'habitat durable nous permet de mailler tous les dispositifs mis en place. Donc, je le disais tout à l'heure, programme d'intérêt général, OPA, PVD, qui nous permet justement d'avoir des logiques d'intervention et d'accompagnement. Et on veut ce dispositif avant tout dans une logique aussi d'accompagnement des propriétaires bailleurs qui mettent en location. C'est-à-dire qu'avant d'aller sur le volet coercitif, on va aussi avoir cette logique d'accompagnement du propriétaire. On va le considérer négligent, on va le considérer non sachant, on va l'aiguiller sur les travaux à réaliser, sur éventuellement les subventions à les mobiliser, des défiscalisations. On va essayer d'avoir cette dynamique plus incitative et plus accompagnatrice que coercitive dans un premier lieu. Et effectivement, après, on enclenche la sanction si nécessaire. Donc effectivement, on a mis en place des sanctions. On a fait 1450 visites, je crois, depuis la mise en place du dispositif il y a maintenant 2 ans. On a mis en place quelques sanctions, mais effectivement, on est plus dans une logique d'accompagnement avant même la sanction. Mais effectivement, ça nous permet aussi d'identifier des potentiels marchands de sommeil. On va pas non plus cacher la vérité. Et effectivement, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, l'une des principales problématiques reste effectivement la précarité énergétique des logements mis en location, la mise en sécurité aussi, de par des questions d'électricité et puis des mises aux normes diverses et variées. Mais effectivement, la précarité énergétique, ça reste le point névralgique des logements visités. Voilà. Il n'y a pas de questions avant? Non. Donc moi, pour revenir sur la question de la matériothèque, je vais plutôt aborder ça sous le prisme du social, parce que la matériothèque en tant que telle, elle est intéressante, mais quand on y pense, notre matériothèque, elle fait la promotion d'isolants naturels. Et les isolants naturels, dans les projets de rénovation énergétique, peuvent, en grande partie, entraîner un surcoût
Donc ce qui va à l'encontre en fait de notre logique de lutte contre la précarité énergétique. Là où moi je voudrais aborder l'angle social, c'est que d'une part, quand je reçois des ménages qui sont en situation de précarité énergétique, parce que j'aurais posé un certain nombre de questions qui montrent leur situation de précarité énergétique, déjà je leur fais toucher des isolants naturels. Donc déjà ils passent d'un aspect théorique à un aspect très pratique. Et ensuite, au sein de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, ça nous fait poser des questions. Aujourd'hui, tous les dispositifs optimum pour lutter contre la précarité énergétique ne sont peut-être pas mis en place, mais en tout cas, ça nous fait poser des questions pour mettre en place des dispositifs, notamment, j'en ai deux en tête. Un qui va chercher à aller mobiliser les professionnels, les artisans, alors pas forcément à l'échelle de la CAL, mais à l'échelle du PMA, du pôle métropolitain de l'Artois, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans une très grande proportion de dossiers ANA instruits par l'agglomération de Lens-Liévin, le recours aux artisans sont locaux, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais encore faut-il que les artisans soient formés. Alors tout à l'heure vous disiez que vos artisans partenaires, certainement bailleurs sociaux, sont performants. Les artisans à l'échelle du bâtiment privé nécessiteraient, je pense, à mon sens, quelques formations pour encore plus améliorer la performance énergétique globale des travaux et notamment l'interfaçage entre les différents postes de travaux. Donc, mobilisation des professionnels par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, c'est monter en compétence des professionnels qui aussi, possiblement, utiliseront des matériaux naturels qui pourront commander en plus grande quantité et donc n'entraîneront plus de surcoût. Donc en fait, nous, on a une matériothèque qui est quand même assez intéressante visuellement, mais c'est tout ce qui est induit par cette matériothèque qui est vraiment intéressante pour l'agglomération de Lens-Liévin. Et le deuxième dispositif qu'on rêve de mettre en place au sein de Service Habitat, c'est l'autoréhabilitation accompagnée. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce dispositif, mais en fait, dans ses fondements, il est éminemment social, puisqu'en fait, on va venir rendre le propriétaire ou le locataire acteur de sa propre rénovation. Et ça permet aussi d'entraîner une diminution du coût des travaux, puisqu'il y a une partie de la main-d'œuvre de l'artisan qui est absorbée dans le coût global. Voilà. Merci beaucoup. On va revenir sur ce point lié à la mobilisation des professionnels et notamment des artisans du territoire, parce que c'est un des aspects que vous aviez abordé, Alice. Et donc, peut-être, vous évoquiez justement cette difficulté que vous pouviez avoir et aussi la démarche pédagogique que vous aviez envers ces artisans. Et je pense que c'est aussi un sujet important quand on parle de transition, de nouvelles réglementations. Donc, je vous laisse réagir par rapport à ça. Merci. Oui, je voulais déjà juste rebondir sur les écomatériaux. Effectivement, ça fait un surcoût. On n'a pas une filière qui est vraiment bien développée, donc ils ne sont pas formés, ils ne les connaissent pas. Puis surtout, on n'en trouve pas trop dans nos stocks de matériaux, donc ça, c'est compliqué. Il y a quand même donc, la région qui, via l'aide à la rénovation énergétique du logement, l'AREL, qui fait un petit bonus aux écomatériaux. Ça reste un petit bonus, mais voilà, il faut savoir aussi le mobiliser de temps en temps. Voilà, je voulais juste dire ça. Avant de passer juste vraiment aux artisans, je voulais juste rappeler quelques chiffres parce que je ne les ai pas donnés tout à l'heure. Donc nous, on a accompagné 875 logements maisons individuelles. Sur ces 875 logements, c'est à peu près 62% de ménages modestes et très modestes. Donc on a quand même une forte proportion effectivement de ménages précaires qui sont intéressés par le dispositif. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de différenciation en termes de programme de travaux entre ces ménages précaires et les autres. On a toujours une moyenne entre 40 et 46 000 euros de travaux, quelles que soient les capacités du ménage, sauf certains ménages où on fait vraiment beaucoup plus parce qu'on a des maisons très dégradées. Mais voilà, on arrive à faire vraiment la même performance, quelles que soient les capacités financières, en allant chercher toutes les aides. Donc ça, c'était un point que je souhaitais souligner. Et puis, on a, parmi tous les ménages qu'on a accompagnés, donc
On a aussi fait des copropriétés, à peu près 2000 logements en copropriété qu'on accompagne aujourd'hui. Et 13 de ces copropriétés ont voté des travaux. Donc là, on arrive à mettre un peu d'accompagnement parce que ce sont des projets longs. Donc on a 2 ans avant de faire voter les travaux où on peut vraiment faire des choses. Et là, de la même manière, on met en place le même accompagnement, mais avec beaucoup plus de pédagogie. C'est beaucoup plus facile sur les copropriétés. Et donc sur l'ensemble de ces ménages, on a environ 900, un petit peu moins de 900 ménages qui sont accompagnés avec des prêts de financement. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, 100% avec des éco-PTZ. Et sur ces 900 ménages, il y en a à peu près 15% pour lesquels on a un risque financier avéré, c'est-à-dire quand on fait nos octrois de financement, on les classe dans des cases de risque et on en a 15% sur lesquels on a des risques avérés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on a seulement 2% de nos ménages qui ont des impayés. Et dans ces 2% de ménages qui ont des impayés, c'est la moitié de ces ménages qui ont été effectivement identifiés en risque, et puis la moitié des autres ménages qui n'étaient pas du tout identifiés en risque, mais pour lesquels on a des problématiques de vie qui font qu'on a des impayés. Et nous, à la différence d'une banque, alors il n'y a pas de garantie sur nos emprunts. On n'a pas de recours à une assurance ou autre, parce que ça ferait augmenter la facture de manière importante. Donc on a fait le choix de ne pas avoir de garantie. Par contre, on a une gestion de nos impayés très sociale. C'est-à-dire quand un ménage nous appelle en nous disant je suis en difficulté momentanée, je ne peux pas payer les mensualités pour le moment, et on va s'arrêter pendant 6 mois, le temps de retrouver une capacité ou autre. En tout cas, on va toujours essayer de ménager la collecte des impayés pour pas les mettre en difficulté. Et on n'a pour l'instant mis aucun de nos ménages en situation d'impayé complet. Donc on a cet aspect social que je voulais aussi rappeler. Après, pour ce qui est des artisans, c'est vrai que on a dans l'artisanat, donc le petit artisanat, nous, donc sur les ménages qu'on accompagne, en habitat individuel, c'est 96% des artisans locaux, 75% de toutes petites entreprises. Donc un chef d'entreprise tout seul avec 1 ou 2 ouvriers. Effectivement, il ne va pas forcément se former régulièrement. La formation, c'est un vrai sujet chez l'artisanat parce que ça leur prend du temps, ça leur coûte un petit peu, mais surtout, ils n'ont pas le temps en fait d'aller se former. Donc ça, c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément facilement accès non plus à l'information. Ils n'ont même pas le temps d'aller consulter des sites internet ou des choses. La plupart ne connaissent pas les DTU, donc les références. Et puis la plupart se disent que sur la rénovation, on ne les applique pas de toute façon. Donc voilà. Et donc on sait qu'on a des points très spécifiques, vous l'avez dit, sur toutes les interfaces. La gestion de l'étanchéité à l'air, la gestion des traitements de tableaux de menuiserie quand on fait de l'isolation thermique par l'extérieur, un certain nombre de points qui peuvent entraîner des pathologies quand on fait des vraies rénovations complètes, et pour lesquels on a des artisans qui sont soit pas formés, soit réticents. On entend encore aujourd'hui des artisans dire « Non, je ne poserai pas de membrane d'étanchéité à l'air, je ne crois pas, ça ne sert à rien, ça coûte plus cher, je ne peux pas le vendre à mon client. » Donc ça, on a un vrai sujet, en fait, vraiment de monter en compétences. Donc nous, face à ça, on essaye effectivement d'apporter des éléments aux artisans aussi pendant le chantier. Donc on a un certain nombre de fiches, de grilles de suivi de qualité qu'on transmet à nos techniciens et qu'il va remplir avec l'artisan pour voir s'il a atteint effectivement les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis on va aussi leur donner la possibilité, alors ça, on aimerait bien que ça marche, mais pour l'instant, on a un peu du mal, de demander des tests d'étanchéité à l'air. C'est-à-dire que le test d'étanchéité à l'air, aujourd'hui, il est hyper important pour la rénovation performante, mais il n'est pas pratiqué, à part pour des projets hyper emblématiques qui vont aller chercher des certifications BBC ou autres. Et néanmoins, ça permet vraiment de déminer des choses si on le fait pendant le chantier. Mais l'artisan, il le vit comme un couperet, une sanction, et il en a toujours peur. Donc nous, on essaye de leur proposer, de leur dire sur vos chantiers, demandez-nous des tests. On viendra, on le fera, on regardera qu'est-ce qu'on pourra améliorer après. Il n'y aura pas de sanction, mais voilà, aujourd'hui on en a fait 3, je crois, sur l'ensemble de nos chantiers, mais parce que nous, on a décidé de le faire sur ces chantiers-là. Donc voilà, on a tout un sujet d'accompagnement
à la formation. Et puis, on a un gros travail aussi avec les syndicats et les fédérations, FFB, CAPEB, pour que eux portent ce message-là aussi et accompagnent les artisans également. Ils font déjà, on va les laisser par terre, laissez-les. Ils font déjà beaucoup, ils ont déjà des offres de formation importantes, les plateformes Praxibat, enfin il y a un certain nombre de choses qui ont été développées mais qui sont sous-utilisées aujourd'hui, essentiellement par méconnaissance et par manque de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Le deuxième point qui est hyper important pour les artisans, c'est l'ensemble de la montée en compétences administratives. Aujourd'hui, tous les dispositifs demandent des factures, des devis très bien présentés, un ensemble d'éléments de plus en plus pointus que l'artisan doit fournir. Et ça, c'est un accompagnement de chaque jour pour faire en sorte que le devis, la facture soit conforme, que le ménage puisse avoir ses aides. Alors c'est moins vrai presque pour l'ANA qui est quand même un peu plus souple, mais maintenant pour MaPrimeRénov', et notamment pour les certificats d'économie d'énergie qu'on va pouvoir aller chercher pour les ménages modestes et très modestes à partir du mois de juillet, ça c'est hyper important. On a de plus en plus de contrôles, donc nous notre charge ça va vraiment être de déminer avec l'artisan tout ça, toute cette partie administrative et qualitative pour que ces contrôles de certificats d'économie d'énergie qui sont faits par des contrôleurs COFRAC, donc là c'est vraiment le haut niveau du contrôle, permettent vraiment aux ménages d'avoir leur subvention parce que les contrôles sont satisfaisants. Donc là on a un enjeu. La mise en place de tous ces dispositifs et de ces contrôles devrait nous aider aussi à monter en compétences, mais on va devoir vraiment accompagner les artisans sur cette partie-là. Pour compléter ce que vous disiez, Alice, effectivement, c'est un constat aussi qu'on fait à l'échelle de la CAL, comme le disait Alistair, et on va expérimenter au sein de la MHD aussi un club éco-rénov' avec les entreprises volontaires du territoire pour justement monter en compétences, pour travailler sur les devis. Parce que voilà, effectivement, la question des devis, quand on demande des subventions, ça reste toujours un Everest pour tout le monde, à la fois pour le particulier, mais aussi pour l'entreprise. Entreprise, du coup, qui parfois refuse d'intervenir chez les particuliers. Et ça, c'est une réalité aussi. On n'en a pas parlé, mais pour le coup, c'est quelque chose d'assez problématique pour nous. Ce qui fait que, du coup, les particuliers vont chercher des entreprises extérieures aussi au territoire, ce qui n'est pas aussi dans la logique des choses. Donc voilà, on va essayer aussi d'avoir cette réflexion. Alors, bien sûr, ça restera modeste, mais on va essayer d'avoir cette montée en compétences des entreprises à la fois sur la question des écomatériaux, sur la question des devis, sur la question des formations, avoir des ateliers au sein du club éco-rénov' assez diverses. Petite anecdote, nous sur les chantiers, notamment MaPrimeRénov' dernièrement, on refait faire les factures des fois 3 ou 4 fois. Donc forcément les artisans au bout d'un moment ils n'en peuvent plus, mais c'est aussi parce qu'ils ne s'acculturent pas en fait. On a des artisans qui reviennent avec nous sur plusieurs chantiers et à chaque fois on est obligé de leur refaire faire les choses. Alors ça c'est parce que nous on n'a pas toujours non plus un contrôle forcément très efficient, puisqu'on devrait devoir leur refaire faire une seule fois. Mais on a parfois aussi des demandes des instructeurs MaPrimeRénov' un peu farfelues. Mais voilà, donc voilà, c'est ça. Ça change un peu tout le temps en ce moment, donc c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. Il est déjà 12h22. Je propose qu'on se garde peut-être quelques minutes quand même pour prendre quelques questions. Si questions il y a. Oui. Je vais se passer le micro. Vous étiez la seule. Merci beaucoup pour tous ces témoignages qui sont, pour moi en tout cas, hyper éclairants. Et en fait, j'avais 2 questions à vous tous finalement.
de ce que vous dites sur les difficultés par rapport à la structuration de la filière artisanale territoriale, les difficultés administratives que vous avez soulignées aussi, partout on demande de massifier les rénovations. Comment vous voyez la capacité de massification des rénovations sur vos territoires respectifs? Et ma deuxième question, elle est dans le sens dont vous avez tous parlé en fait tout à l'heure sur les modèles que vous utilisez, notamment les économies d'énergie qui permettent ce petit plus pour pouvoir finalement financer le reste à charge ou les loyers. Avec la hausse des coûts des matériaux, avec la hausse des prix de l'énergie, en fait, est-ce que ces modèles ne sont pas à risque en ce moment, et si on n'utilise pas ce modèle-là, quid de l'alternative? Est-ce que vous avez déjà tenté ou testé des alternatives? Merci. Il n'y a pas vraiment d'alternative, en tout cas au modèle économique, parce que pour massifier, je vais être très terre à terre, pour massifier, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, de l'argent de la part de tous les côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ANA, par exemple, qui est le financeur principal, en tout cas chez nous, dans le cadre de la réno, nous alloue des enveloppes annuelles. Et elles ne sont même pas suffisantes au regard des besoins du territoire. Et je pense que je peux parler au nom de la CAC, au nom de tous les territoires. Aujourd'hui, on en est arrivé aussi à ne plus communiquer sur nos dispositifs opérationnels, parce que tout à l'heure, Alice parlait de communication, mais moi, je vais parler de non-communication. On en est arrivé aussi à un point où on est tellement victime de notre succès qu'on peut de moins en moins communiquer parce qu'on pourrait générer de la frustration. Du coup, on est dans une atteinte d'objectifs où on consomme les enveloppes en un temps record. Sans communiquer, on arrive à exploser et à encore générer des délais d'attente incommensurables. Donc, pour le coup, oui, on parle de massification. Moi, je veux bien massifier. Mais il faut de l'ingénierie. Il faut des fonds. Il faut des fonds de l'État. Il faut des fonds des collectivités, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ça coûte énormément aussi à l'agglomération, la MHD, son fonctionnement, son ingénierie, tous les dispositifs opérationnels qu'on déploie, PIG, OPA, Petite Ville de demain, tout ça, ça coûte énormément aux collectivités, plus les abondements des aides de partenaires, donc ANA, région, tout le monde. Donc effectivement, je veux bien massifier, mais on peut pas. Non, mais clairement, c'est responsabiliser aussi la consommation des enveloppes que de ne pas parler de massification. Donc oui, on accompagne raisonnablement. On essaye de légitimer aussi les interventions de chacun, de les responsabiliser. Mais parler de massification, c'est délicat. Et pour ce qui est du modèle aussi économique, oui, on met en place des caisses d'avance, on met en place des avances. On essaye de payer directement les entreprises, mais c'est toujours aussi assez délicat de se substituer aussi aux ménages, de s'assurer du financement des restes à charge, parce que pour nous, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, mais sécuriser les plans de financement des particuliers, c'est vraiment très important au sein de la MHD aussi. L'équipe est toujours mobilisée sur cette question. Voilà. Aujourd'hui, oui, c'est pas forcément évident de mobiliser aussi le monde bancaire. C'est quelque chose qu'on essaye de travailler aussi, parce que les éco-prêts à taux zéro, c'est pas non plus une évidence. Non, auprès des banques, oui. C'est pas forcément une évidence de les mobiliser, puisque les gens reviennent souvent avec des prêts à la consommation, nous on le voit, avec des taux aussi parfois faramineux. Donc voilà, effectivement, voilà ce que moi je peux en dire, mais je vais laisser les collègues parler. Merci. Oui, c'est difficile. Alors effectivement, on a toute cette population sous les plafonds de l'ANA où on est limité en budget, sur pratiquement tous les territoires aujourd'hui. Après, on a une difficulté de massification pour les autres ménages. Et là, c'est vraiment de la communication. Mais quand on ne peut pas communiquer sur les ménages modestes et très modestes, on ne communique pas non plus sur les autres, parce que c'est pas très... en tant que politique, on n'aime pas voilà, faire que pour eux. Donc ça, c'est compliqué. On a un vrai enjeu, non seulement de formation des artisans, mais juste de nombre. Aujourd'hui, on n'a, je pense, pas les bras pour massifier avec les volumes, pour atteindre demain les volumes qu'on a besoin de faire. Donc ça reste un enjeu. Comment on va faire ça on ne sait pas encore vraiment. Ça va prendre du temps. Je pense que nos objectifs, ils sont sur quelques années.
Bon, j'aime bien être positive, normalement ce serait 2025, mais j'ai peur que ça prenne encore un peu plus de temps, c'est ça. À chaque fois, on les réduit, mais alors, c'est vrai que, notamment par le biais des bailleurs sociaux, des collectifs, des copropriétés ou où là, on va pouvoir mobiliser des plus grosses entreprises qui sont déjà formées, où ça fait tout de suite beaucoup de chiffres. Ben, on va, je pense, arriver quand même à avoir des chiffres assez conséquents rapidement. Pour la maison individuelle et l'habitat privé, j'ai peur que ça prenne un peu plus de temps. Mais je pense que si collectivement, effectivement, on arrive à mettre en place un accompagnement pour chacun des acteurs, ben, on va y arriver, il n'y a pas de raison. On va prendre le temps, mais c'est possible. Juste, je voudrais rappeler aussi, donc, le plan Juncker, au niveau européen, le plan Juncker avait réservé, je crois, 800 millions d'euros pour les sociétés de tiers-financement en France, puisqu'on était plusieurs. Donc il y a nous en Hauts-de-France, il y en a une, il y a Octave en Alsace, il y en a une maintenant en Occitanie, Centre-Val de Loire et puis Bordeaux Métropole. Et donc 100 millions d'euros à injecter pour faire nos prêts de tiers-financement auprès des ménages. En fait, on a tiré à chacune de ces sociétés de tiers-financement, on a fait des prêts pour à peu près 135 millions seulement. Donc on n'a même pas consommé ce qu'on aurait pu consommer dans les 7 années qui viennent de passer, parce que faire de la rénovation globale aux ménages, c'est très difficile. Et donc aujourd'hui, alors, les dispositifs de l'État semblent vouloir effectivement inciter, en tout cas donner des moyens plus importants pour cette rénovation globale, avec des primes conséquentes. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Malheureusement, on a parfois des signes très positifs. Ma prime Rénov Global, qui commence quand même à être un peu intéressante. On avait les certificats d'économie d'énergie avec le coup de pouce Rénovation Globale, qui était très intéressant jusqu'à la fin de l'année dernière, qui vient d'être chamboulé. Donc on avait, je crois qu'il y avait 39 signataires de la charte coup de pouce Rénovation Globale encore à fin d'année dernière. Nous ne sommes plus que 9 sur le territoire national à la distribuer. Donc ça, c'est pas forcément non plus un très bon signal, malheureusement. Mais voilà, il y a quand même un ensemble de choses et un ensemble de lobbying qu'on peut faire, je pense, notamment les régions, les collectivités et tous les gros acteurs pour essayer de faire en sorte que ça aille dans le bon sens. On a quand même un peu d'espoir aussi. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ceci. Ouais, je vais aller. Ouais. Alors, si tout le monde gargouille, on va y aller. Pour le mot de la fin, mais de position. Pour la massification, pour le logement social et je pense qu'un peu pour le logement privé, mais il y a les deux regards à avoir en même temps pour dire de massifier. Parce que lutter contre la précarité, c'est aussi donner de l'activité aux personnes pour pouvoir payer leur énergie. Donc il y a le premier axe que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait de faire rentrer les activités de service chez les bailleurs et de connecter les fameuses associations, l'habitat contributif dont je parlais tout à l'heure, avec les dispositifs existants pour la remise à l'activité, à l'emploi, en passant par l'économie sociale et solidaire, contributive et sur le fond. Donc ça veut dire redonner du pouvoir d'achat par soit la mise à activité sur nos projets, sur les 21 sites qu'on a engagés sur les 42, on a une quarantaine de personnes qui ont retrouvé une activité d'emploi. Donc là, c'est aussi lutter contre la précarité en donnant du pouvoir d'achat, en les connectant, parce que l'invisibilité des dispositifs sont aussi valables. On préparait la même chose sur l'emploi, sur l'insertion, sur la formation, sur un certain nombre de capacités à te réduire. Et de l'autre côté industriel, où on a le même souci, c'est que nous, des fois, on a du pognon, mais on n'a personne pour massifier. C'est-à-dire qu'il faut changer de posture aussi. Il faut travailler sur le hors-site, il faut travailler sur la capacité de tuiler, de prévenir. On a des dossiers qu'on veut massifier, mais le temps de monter les appels d'offres, les mises en place, les financements passent et sont plus forcément disponibles. Donc il y a aussi un changement de posture qu'on observe dans la profession pour aller chercher une capacité de travailler en hors-site sur le fond. Des opérations. Voilà un petit peu, la précarité, c'est deux choses. C'est à la fois le pouvoir d'achat d'un côté et aussi la capacité, mais vous l'avez évoqué aussi, de changer de posture, que ce soit dans le volet administratif ou dans le volet méthodologique pour intervenir sur les bâtiments.
Je voulais juste compléter parce qu'on n'a pas répondu à la deuxième question, que c'était les modèles. Qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie qui n'arrête pas de changer de prix? J'entendais ce matin un économiste sur France Inter qui disait « ce n'est pas possible. Un ménage ne peut pas prévoir son recours à un fournisseur d'énergie en fonction de cette volatilité. On a besoin d'une vision long terme en fait. Et donc si le coût de l'énergie n'est pas mieux régulé et qu'on n'a pas on a toujours cette notion de marché, ça va être compliqué. Donc nous, quand on fait nos estimations, aujourd'hui, on est sur des modèles avec une augmentation du coût de l'énergie, effectivement, lissée sur plusieurs années, qu'on prend en compte pour effectivement estimer les futures économies d'énergie, ou en tout cas montrer ce qu'aurait payé le ménage si on avait été comme ça. Mais on ne peut absolument pas prendre en compte ces augmentations-là aujourd'hui. C'est pas possible, malheureusement. Et néanmoins, on sait que tout ce qu'on va économiser, si elle coûte plus cher, ce sera d'autant plus important de le faire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut aujourd'hui promettre aux ménages. C'est ça. Oui. Aux ménages de faire des économies en tous sens, c'est-à-dire de faire des économies de factures énergétiques. Si on rénovait, on faisait des économies. Maintenant, moi, je vends aux ménages, vous n'aurez pas de changement, vous n'aurez pas d'augmentation, c'est ça en fait. On leur dit, voilà. Vous serez mieux chez vous, vous aurez des meilleures conditions d'habitat et d'habiter, mais vous n'aurez pas de baisse sur votre facture. On ne peut plus vendre ça aux ménages maintenant. Quand on les reçoit en rendez-vous, les conseillers ont pour indication de ne pas communiquer sur cette question-là. On ne s'engage plus sur la baisse des factures énergétiques, juste sur éventuellement une stabilisation. Et encore, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup vraiment à tous les quatre pour vos interventions de qualité. Merci encore Rachel. Et je laisse Pierre-Édouard la conclusion. Bien, merci. Merci pour cette matinée. Donc je vais faire la transition avec ce qui nous attend, le repas. Quand même primordial. Je tenais en conclusion à cette matinée, mais la journée se continue, on n'aura pas le temps de se retrouver en grand groupe. Donc merci à l'équipe de l'IREV et notamment à Pauline qui a organisé cette journée-là et dont nous allons découvrir la suite pour l'après-midi. Merci à l'ensemble de l'équipe de l'IREV. Et pour présenter le déjeuner qui nous attend, merci également à l'association Portemine qui nous accueille aujourd'hui dans un lieu assez atypique, un tiers-lieu, avec une belle salle que vous pouvez utiliser si vous avez besoin de la réserver de temps en temps. J'en profite pour faire la promotion de ce lieu. Également le repas qui sera servi préparé par le Book Café qui est partenaire de Portemine. C'est aussi deux associations locales qui œuvrent pour des nouveaux modèles économiques un petit peu plus tiers, un petit peu plus coopératifs et dont les ressources sont ensuite employées pour mener des actions dans les quartiers à proximité. Donc c'est aussi, ça fait aussi du sens d'être ici, de pouvoir profiter du repas qui est proposé par l'association Book Café. Donc voilà, profitez de ce moment pour continuer les échanges autour des différentes navettes et petits sandwichs qui vous est proposé. La ciboulette vient du jardin partagé, alors qu'il n'y a que la ciboulette parce qu'on est en plein temps neigeux, certes, mais c'est toujours ça. Et puis pour tout ce qui est boissons, vous pourrez aller au bar découvrir les différentes boissons plutôt locales avec des limonades, des bières locales. Et vous pourrez demander à Charlotte ce dont vous avez droit dans tout ce qui est proposé. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir aussi pour savoir ce qui compose les différents canapés qui vous attendent. Voilà, vous avez également la maison de l'ingénieur qui n'est pas loin d'ici. Ici, c'est la maison du projet, la maison de l'ingénieur. Je fais aussi la promotion pour vos week-ends si vous en avez. Il y a des chambres d'hôtes à l'étage et un petit restaurant au rez-de-chaussée. Donc ce qui est intéressant dans ce territoire, c'est aussi d'avoir réhabilité la maison de l'ingénieur, une maison dans une ancienne cité minière, justement pour organiser
des nouvelles formes de tourisme, des nouvelles formes économiques qui font rayonner aussi le territoire dans son ensemble et qui donnent du sens aussi à l'implantation du Louvre-Lens qui est à proximité. Donc ça, on découvrira en se baladant pendant la visite tout à l'heure. Cette visite, elle est prévue à 13h30. 14h, ça tombe bien parce que sur ma météo, il y avait écrit qu'à 14h, il faisait beau. Donc rendez-vous à 14h pour cette visite et découvrir un petit peu plus les quartiers alentours et les projets qui se déroulent dans ces quartiers. On se retrouve dans l'entrée à 14h pour la visite. Voilà, et en attendant, bon appétit et bonne discussion autour des plats qui ont été confectionnés.